Bonjour, vous voilà embarqué dans la 4e capsule, toujours au sujet du jeûne intermittent. Donc jeûne intermittent 4, épisode 4, pas long. Encore des petites précisions et un peu d'énervement de ma part ou un petit coup de gueule. Je pense qu'on peut appeler ça un petit coup de gueule. Parce que, figurez-vous, l'idée m'est venue de faire cette capsule parce que je suis tombé sur une interview d'un collègue, un médecin, je ne donnerai pas son nom, on n'est pas là dans la critique, hein, mais il a dit quelque chose qui m'énerve. Voilà. Et donc, ce médecin se présente comme un micronutritionniste, médecin du sport, spécialiste de la longévité, et il est interviewé dans une revue que je reçois une fois par mois. Bon, c'est pas toujours extraordinaire, mais j'apprends des choses. J'apprends toujours bien quelque chose quelque part. Il y a des enquêtes, c'est assez fouillé. Bon, je crois que c'est quand même fait qu'un bon état d'esprit, s'appelle le bon choix santé. Et alors, ce confrère est interviewé à la fin de la revue. Alors, je vous montre pas la première page parce que sinon vous allez voir son nom. Et je suis pas là pour lui faire de la peine ou pour... je prends un peu ça comme exemple des erreurs qui sont commises. Et je vous lis sa réponse à une des questions de l'interview. Ce sont des questions assez classiques, assez répétitives. J'ai d'ailleurs plus ou moins dû répondre à ce genre d'enquête, en tout cas pour certaines parties dans l'introduction, dans les premiers chapitres de mon livre, mon nouveau livre qui va sortir, qui s'appelle les actualités. Il faut que je réfléchisse, c'est mon éditeur qui a donné le nom, parce qu'il y a tout un tas de choses là-dedans. Ça s'intitule Les actualités de la médecine fonctionnelle. Donc c'est la suite du premier livre qui constituait l'introduction à la médecine fonctionnelle. Bon voilà, c'est une suite plusieurs années après. Le livre est sous presse depuis ce matin. Voilà. Donc il n'y a pas de hasard. Bon, et donc, c'est la question assez classique, quel est votre petit déjeuner idéal? Bon, alors, évidemment, la question appelle déjà plus ou moins si pas à la faute, en tout cas à des problèmes, puisque vous savez que dans le jeûne intermittent, on va quand même surtout vers 2 repas, à la rigueur 3, mais deux repas principaux, peut-être un snack entre les deux, mais le petit déjeuner, bon... Oui, ça peut être, mais alors le dernier repas doit être très tôt. Ou disons qu'il faut alors aller parler plutôt d'un brunch que d'un petit déjeuner très tôt, parce que sinon on a trop d'heures entre le début du moment où on commence à manger et la fin du dernier repas. On essaye de faire 16-8, 16 heures sans manger, 8 heures en mangeant. Okay, pour ceux qui n'ont pas nécessairement entendu les 3 premières capsules. Et alors, voilà, la réponse. Ça commence bien. Je suis un fervent défenseur et promoteur du régime méditerranéen. Bon, moi aussi, on est d'accord. Je défends également le petit déjeuner. Alors moi, je le défends aussi, mais je ne crois pas qu'on utilise le mot « défendre » dans le même sens. Ok, passons. Alors, là, la suite, ça, là, je m'emballe. Hein. Je défends également le petit déjeuner, qui est un moment essentiel. Bon, je vois ça, je dis oui. Bon, maintenant, si c'est un moment essentiel de partage, de s'asseoir ensemble, de communier, peut-être que les gosses sont sur le point d'aller à l'école, je sais pas, moi. Bon, je veux bien tout ce qu'on veut, hein. Bon, et moi, si je dois faire ça, je prends un café noir, on partage tout autant devant un café noir que devant un bol de cornflakes Kellogg's avec du lait de vache hormoné. Bon.
Bon, donc là, mes clignotants passent à l'orange, mais ils vont vite virer au rouge, et ça ne clignote plus, c'est un rouge constant. Alors, je vous cite, je vous lis. De nombreuses études ont montré que sauter le petit déjeuner favorisait l'apparition de maladies métaboliques comme le diabète. Eh bien, là, on est dans la connerie. Parce que oui, il y a des études. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Et je veux vous le dire et je vais pas faire durer le plaisir ou le déplaisir selon le parti qu'on prend trop longtemps. Mais ces études existent. Vous savez pourquoi elles sont complètement, en anglais je dirais misleading. Elles vous induisent en erreur parce que ce ne sont pas des études qui examinent des causes. Ce sont des études observationnelles. Et ce sont des études qui comparent des choses qu'on ne devrait pas comparer. On en déduit une relation de cause à conséquence qui est fausse. Okay? C'est quoi ces études? Elles existent ces études, hein? Mais le problème c'est qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas que ces études sont misleading, induisent en erreur. En fait, les gens qui jusqu'il y a peu, c'est en train de changer, mais traditionnellement, vous imaginez, surtout quand on remonte au siècle dernier, qui est-ce qui sautait le petit déjeuner? Les gens qui mangent mal, les gens qui s'en foutent, les gens qui n'ont qui n'avaient, je vais mettre ça au passé, parce que maintenant, avec la forte révolution du jeûne intermittent, c'est en train de complètement changer, c'est presque en train de s'inverser. Ce sont les gens qui ont un intérêt pour leur santé, qui se sont éduqués quant aux problèmes de la santé, qui ont lu, qui ont réfléchi, qui ont cherché, qui ont acheté des livres, qui vont sur Internet, qui voient toute une série de sites avec des idées novatrices, etc. Mais ceux-là, ils ne déjeunent plus. Okay? Ça, je peux vous dire. Ceux-là ne déjeunent plus. Il y en a beaucoup dans mes patients qui ne déjeunent plus. Et mais il y a 20 ans, 30 ans, bon, c'était très très différent. Donc ceux qui sautaient le petit déjeuner, c'était les gens qui constituaient effectivement les candidats idéaux pour devenir diabétiques. Si vous voulez, ce sont des études qui introduisent des biais. Il y a un biais de recrutement. Qui saute le petit déjeuner? C'est ça qu'il faut réfléchir. C'est pas le fait de sauter le petit déjeuner. Quels sont ceux qui sautaient le petit déjeuner? C'est ceux-là qui deviennent diabétiques. Mais c'est pas parce qu'ils sautent le petit déjeuner, parce que maintenant on a de nouvelles études épidémiologiques et de nouvelles études observationnelles où on se rend compte que quand on force ces gens-là à prendre un petit déjeuner, c'est l'étude du British Medical Journal dont je fais part, si je me souviens bien, dans la capsule 3. Et je l'ai montré cette étude publiée en janvier 2019. Quand on ajoute un petit déjeuner à chez des gens qui n'en prennent pas, ils voient leurs paramètres métaboliques empirer. L'insuline augmente, la déposition de graisse abdominale augmente, le risque de devenir diabétique augmente. Donc c'est exactement l'inverse. Mais là, si vous voulez, on introduit un petit déjeuner chez les gens qui n'en prennent pas et on regarde ce qui se passe. Ici, on regarde de vastes populations et on a vu, je pense que maintenant c'est en train de changer, mais ici ce sont des études qui datent, et on a vu que ceux qui ne déjeunaient pas, ils étaient en plus mauvaise santé. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne déjeunaient pas, bon sang, hein. Alors, laissez-moi finir, il me reste 1 minute dans l'objectif de 10 minutes que je me suis fixé, mais parfois je vais un tout petit peu au-delà. Vous savez, un autre exemple je voulais que je vous dise un autre exemple de biais monstrueux comme ça qui font dire exactement l'inverse eh bien, je sais que je vais choquer, c'est le soi-disant, le pseudo-paradoxe français. Voilà. Il y a un mythe là qui a la dent dure, qui traîne depuis longtemps partout, où c'est le paradoxe français, c'est-à-dire que les Français, par certaines magies de ce qu'ils mangent et surtout boivent. Et alors évidemment, le marketing est bien fait, on veut vous faire croire que c'est le vin rouge qui crée le paradoxe français, permet aux Français d'être en meilleure santé que les Anglais, disons. Ce qui est vrai, mais c'est pas le vin rouge, hein.
ce n'est pas le vin rouge. Parce que les Français du Nord sont en aussi mauvaise santé, enfin, sur des statistiques, je ne parle pas évidemment ici à l'échelle individuelle, mais si on remonte vers le Nord, on se rapproche, si vous voulez, des problèmes de santé des Anglais, et quand on va vers la Méditerranée, vive le régime méditerranéen, là je reviens sur ce avec quoi je suis d'accord avec ce cher collègue, quand on va vers la Méditerranée, là on a de bien meilleurs résultats, une bien meilleure longévité, etc. Tous les paramètres se mettent plus dans le vert. Et donc c'est pas le paradoxe français. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y a plus, au centre, on mange pas si mal. Donc il y a plus de Français qui mangent bien et ça s'améliore en allant vers le sud que de Français qui mangent mal et qui sont là au nord, en face de l'Angleterre, si vous voulez. Il n'y a pas de paradoxe du tout. Alors on peut vous faire des études bidons qui vous disent, regardez, ceux qui boivent du vin sont en meilleure santé, sont moins diabétiques, vivent plus lieu. Mais de nouveau, qui est-ce qui boit du vin? Est-ce que c'est le même profil de personnes qui boivent du vin rouge que ceux qui boivent de la bière? De nouveau, là, il y a un biais de sélection. Le buveur de vin rouge n'est pas identique dans son profil au non-buveur de vin rouge qui boit Dieu sait quoi. Bon, alors toutes ces études débiles où on fait dire n'importe quoi à n'importe qui sont subventionnées, qui sont sponsorisées et qui donnent évidemment les résultats qu'on leur demande de livrer, arrêtez de vous préoccuper avec tout ça. Essayons de voir les choses de manière beaucoup plus subtile et sophistiquée et refusons ces biais des études. Parce que vous avez des études qui vous comparent des trucs mais qui n'ont vraiment rien à voir. On peut faire dire tout et son contraire à ces études-là. Et alors les médias se jettent là-dessus et vous sortent des vérités, puis les contre-vérités. Bon, tout ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est pour ça que j'essaie toujours de vous expliquer quand même des bases scientifiques pour le jeûne intermittent. Je vous ai parlé du MMC, du Migrating Motor Complex. On me dit que c'est intéressant, que les gens ont appris quelque chose. Bon, ça explique notamment pourquoi le jeûne intermittent est une stratégie de santé et pas la dernière mode qui va faire fureur pendant quelques mois puis qui va disparaître. Ça va durer, ça va s'implanter parce que ça ne fait que reproduire ce que l'être humain a probablement toujours fait au fil des millions d'années de son évolution. Voilà, je suis déjà évidemment au-delà de mes 10 minutes, on est à 13 minutes, je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui, mais regardez toutes ces études avec un œil critique et regardez un peu ce qu'on a fait. En général, ce sont des comparaisons sans aucune logique ou sans aucun intérêt, où on essaye de vous faire avaler quelque chose. Et vous avez vu que les journaux médicaux les plus prestigieux ne sont pas à l'abri d'énormes bavures, donc il faut tout regarder avec un œil un petit peu circonspect. Voilà, eh bien, à la prochaine. Merci, au revoir.